Alors cette semaine, une vidéo un peu à l'improvise où je vous présente la sélection de montres pour lesquelles je vote pour le concours de la montre de l'année. Alors ce concours est organisé par l'excellent youtubeur français Franck Sensé et c'est essentiellement un vote pour déterminer quelles sont les meilleures nouveautés de cette année. Ainsi, comme vous pouvez le voir, j'ai déjà voté, je vous explique rapidement pourquoi j'ai choisi ces montres et je vous donne aussi quelques détails sur les modèles. Alors, pour la sélection de moins de 500 euros, on avait principalement le choix entre des montres à quartz et j'ai donc choisi premièrement la Citizen car je trouve que pour moins de 500 euros, pouvoir offrir un boîtier en titane est tout de même très bien et la manière dont le logo, la seconde, les indications et la date sont bien balancés. La deuxième montre est une G-Shock de Casio, étant bien sûr une montre légendaire bien qu'à quartz. Et je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire que le cadran iceberg complémente très bien le boîtier en acier. Et ça me fait peu penser au cadran de la Day-Date de Rolex exclusif pour les montres en platine. Et la dernière montre est une collaboration entre Omega et Swatch, soit la Moon Swatch Speedmaster, que je trouve très belle pour son design entièrement blanc avec ce qui semble être une phase à la lune. Allons maintenant voir de 1000 à 2000 euros. Premièrement, il y a la Frédéric Constant, une marque que j'aime bien dans le milieu de gamme, qui fait une montre à phase de lune. J'aime bien la manière dont le contour est cannelé et un design plutôt simple, comme vous pouvez vous-même le voir. Puis, il y a également la Longines Mini Dolce Vita. J'aime simplement à nouveau le design cubique avec un tour d'or rond et la petite seconde. La montre fait simple, mais pas tout de même trop épurée. Par contre, je verrais plus cela pour une montre pour femme. Ce qui est spécial, par contre, avec la montre est le bracelet, donc qui passe 3 fois. Et puis, la dernière montre est la Tiger Formula 1. Je dois reconnaître que c'est original. Et puis ici, on compare aux autres choix qui étaient plutôt simples. Alors, je trouve que ça mérite la troisième position. Car oui, comme vous avez vu, on peut voter à chaque fois pour jusqu'à 3 montres, mais ce n'est pas obligé, on ne peut en choisir qu'une. Alors maintenant, de 5000 à 10 000 euros, ça devrait tout de même être plus intéressant car le prix des montres ne dit pas la qualité, mais ça donne toujours des meilleurs résultats dans le plus cher. Alors premièrement, il y a la Baume & Mercier Maréographe. Je l'ai choisi à cause de sa complication. Donc elle indique le moment de la marée haute et de la marée basse. Vous pouvez le voir sur ce disque. Et elle a un design que j'aime bien avec un boîtier qui rappelle un peu la Royal Oak, mais sans copier tout de même. Et puis sinon, il y a une montre que j'aime bien, soit la Montblanc Géosphère. C'est une montre que j'ai toujours bien aimée simplement par les deux hémisphères qui y sont représentés. Et je trouve que la montre fait bien balancer. La dernière est la réservoir de Monsa Design. Personnellement, je préfère le design de la Tiger ou sinon la Omega, mais je donne tout de même mon vote à la Monsa, simplement par l'idée qui est derrière. Alors, si on va sur leur site, on peut voir donc qu'elle a été inspirée par un compteur dans une voiture, représentant de 10 000 à 25 000 euros. J'ai commencé par la Glass Shooter originale. C'est un chronographe pendant que j'aime bien, premièrement par la date à 6 heures. Et contrairement à beaucoup de chronographes, on a plutôt une lunette de plongée qu'un tachymètre. Et dernièrement, j'aime bien la calligraphie des chiffres. Ensuite, il y a la Omega Speedmaster Dark Side of the Moon. Alors, la montre est bien sûr un magnifique hommage, comme vous pouvez le voir avec une fusée qui, si je ne me trompe pas, remplace l'aiguille des secondes. Nous avons ici une partie du mouvement qui est visible et bon, Omega, comme vous le savez, a fourni les montres pour le programme Apollo. Alors, ils ont mérité le droit de faire une montre à l'hommage de la Lune. Voilà pourquoi ils ont mon vote. Puis, normalement, nous avons la IWC Portugisier Chronographe, une montre assez simple. IWC sur certaines montres, comme par exemple leur chronographe avec l'indication du jour et de la date, ne font pas leur propre mouvement, mais je vous rassure, pour cette montre-là, leur mouvement est bien propre à eux. Et j'aime bien le boîtier en or. Je trouve que pour 10 000 à 25 000 euros, ce n'est pas toujours possible d'avoir un boîtier en or. J'aurais peut-être voté pour la GMT Master de Rolex en noir et gris. Je vous en parle d'ailleurs encore une fois dans ma vidéo sur une nouvelle montre de Watches and Wonders de Rolex. Mais simplement, ils ont choisi de montrer la montre avec le bracelet Jubilee. Pour moi, c'est complètement illogique de prendre une GMT Master en acier avec le bracelet Jubilee, car originalement, elle était sur bracelet Oyster. Par contre, si elle est en or jaune, alors je peux comprendre qu'on prenne le bracelet Jubilee car c'est comme ça qu'elle a été sortie. De toute manière, Rolex ne vous laisse pas prendre une GMT Master avec le bracelet en oyster pour l'or jaune. Mais pour l'or rose, c'est possible, qui donne d'ailleurs la très belle Wood Beer, donc avec la couronne noire et rose. Mais bon, je m'éloigne, alors à présent, allons dans 25 000 à 50 000 euros. Là, ça devient très intéressant. Alors, premièrement, j'ai voté pour cette Audemars Piguet. La montre est relativement simple, mais c'est un design audacieux. Audemars Piguet est vraiment très connu pour leur boîtier hexagonal. C'est devenu une marque très populaire,
avec la collection Whylock, alors qu'ils essaient de faire une montre très osée et quelque chose que je respecte car je ne sais pas si les ventes vont être bonnes, mais en tout cas elle a un très drôle d'air. Sinon, il y a aussi la Cartier Santos Dumont en platine. Premièrement, pour le prix où elle est, ce n'est pas déraisonnable sachant qu'elle est de la platine et j'aime bien le design avec le rubis en cabochon. Personnellement, je suis pas un fan des montres de Cartier pour hommes, je trouve qu'elles font un peu efféminé ou simple, surtout avec les saphirs en cabochon, mais avec un rubis comme ça qui complémente bien le cadran qui ne semble pas être uni avec des légers motifs, eh bien je trouve que ça fait très beau. Et en plus avec le bracelet brun. Sinon, un autre choix que j'aurais bien pu faire était la Bulgari Tubogas. Je trouve que c'est un beau dessin avec les trois couleurs d'or et qui rappelle le serpent pour lequel Bulgari est très célèbre. Cependant, la montre est à quartz et à ce prix-là, je ne trouve pas que c'est acceptable. Surtout considérant que Bulgari est capable de faire des montres très petites avec des mouvements mécaniques comme ils l'ont déjà fait par exemple avec cette montre joaillière juste ici qui est d'ailleurs magnifique avec micro-mouvements mécaniques qui est donc contenu dans la bouche du serpent ici. Donc Bulgari ont prouvé qu'ils auraient été capables de faire rentrer un mouvement là-dedans et je trouve que puisqu'ils ne l'ont pas fait, je ne peux pas voter pour cette montre. Les autres choix dans la sélection sont très intéressants comme par exemple la manière dont les heures sont indiquées aussi ou la nouvelle Rolex en platine 1908 avec le cadran guilloché. Mais je trouve que plus intéressant encore est cette nouvelle blanc peint en or, avec à la fois une complication plus de soirée, donc phase de lune et triple calendrier, mais également une lunette de plongée. Et j'aime bien la disposition des complications, avec les jours indiqués par une main, le cadran bleu aussi qui fait très beau. Alors, allons de 50 000 à 100 000 euros. Une autre Cartier. J'aime simplement le cadran très classique. Je trouve qu'il se fait plus une montre pour femmes, mais elle est très belle. Et puis, on doit voter pour les montres qu'on préfère, mais pas nécessairement pour les montres qu'on aimerait porter. Alors, également, elle comporte une complication que j'aime bien, soit les chronographes à monopoussoir. Donc, on appuie une fois pour démarrer le chronographe, une autre fois pour l'arrêter, puis une autre fois pour la réinitialiser. La différence avec le chronographe de poussoir, c'est qu'on ne peut pas faire arrêter le chronographe puis le faire reprendre. Mais je trouve que c'est rare qu'on a besoin de cette fonction-là et que le design se retrouve considérablement allégé. Et la montre n'a pas tout de suite l'air de chronographe, sauf bien sûr pour les compteurs. Alors l'autre montre ensuite est une autre Omega Speedmaster. J'aime la manière dont la montre comporte plusieurs échelles plutôt que simplement un tachymètre. Donc on a aussi un télémètre et une échelle pour calculer les pulsations cardiaques. On retrouve aussi sur une Jaeger-LeCoultre Master Control chronographe calendrier. C'est une montre que j'aime bien. Et donc, comme vous pouvez le voir, nous avons l'échelle qui permet de calculer le battement cardiaque en périphérie. Puis, pour terminer, il y a la Ulysse Nardin Freak One. Ce n'est pas la montre qui paraît le mieux. Bien que j'aime les montres modernes et innovantes, je trouve peut-être plus beau la Vacheron Constantin Patrimony, la Patek Philippe Eclipse, ou encore la LEC Chopard, mais ces montres n'ont absolument aucune chance, mais je vous le dis, aucune chance, si on compare leur mouvement à celle de la Freak. La Freak est vraiment un chef-d'œuvre dégénéré, et donc cette montre a mon plus haut respect, donc je n'ai pas vraiment le choix de voter pour elle. Pas tant pour son design, mais vraiment pour l'exploit qu'elle représente. Alors, une des dernières catégories de 100 000 à 350 000 euros. Je commence donc par la Daniel Roth tourbillon en rose. Comme vous pouvez le voir, la seconde est indiquée ici, donc par 3 aiguilles de différentes longueurs. Alors, premièrement, l'aiguille la plus longue, comme vous pouvez la voir, nous indique de 40 à 60 secondes. Et puis, l'aiguille la plus courte ensuite fait le tour et à chaque fois, on peut voir exactement le nombre de secondes, mais l'échelle n'a qu'à occuper un tiers de la circonférence du cercle. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais je pense que vous pouvez l'observer pour vous-même. Je trouve que la montre a un style très classique, mais tout de même différente et apporte quelque chose de nouveau. Le quartier que vous pouvez voir ici est très belle. Le seul problème de la montre, comme vous pouvez le voir sur le site des quartiers, est que le mouvement est à quartz. C'est donc bien sûr problématique, surtout à ce prix-là, mais sinon, de point de vue joaillier, bien sûr, une très belle montre, pour femmes, bien sûr. Le Audemars Piguet Royal Quantum Perpétuel Squelette Cactus Jack, aussi très intéressante, designée par Travis Scott, mais c'est simplement un mouvement quantum perpétuel comme ils le font déjà, qu'ils ont mis dans un différent boîtier. Alors je trouve que la montre n'a rien d'extraordinaire, du moins rien pour dépasser les autres montres dans la sélection, comme par exemple la très impressionnante IWC Portugisier Quantième éternel. Alors comme vous le savez sûrement, un quantum perpétuel est une montre qui en théorie n'a pas besoin d'ajustement. Elle connaît donc les années bissextiles. Alors la différence entre un quantième perpétuel et un quantième annuel est que le quantième annuel c'est seulement le nombre de jours dans chaque mois. Ce qui est déjà mieux que par exemple une Rolex qu'on doit ajuster
dès qu'un mois n'a pas 31 jours, mais le quantième annuel ne sait pas qu'il doit ajouter un jour pendant les années bissextiles. Le quantième perpétuel, lui, le fait, il ne doit donc pas être ajusté. Cependant, il y a des exceptions aux années bissextiles. Parce que comme vous savez, les années bissextiles sont du fait qu'une année ne prend pas exactement 365 jours à être accomplie, mais bien un peu plus. Donc, on doit rattraper ce temps accumulé à un certain intervalle de temps. Donc, à chaque 4 ans, mais aussi à chaque, si je ne m'abuse, environ 100 ans. Et je pense que ça continue également peut-être à chaque 400 ans, simplement à cause des grands nombres de décimales derrière le temps d'une révolution. Alors bref, ce que vous devez retenir, c'est que même si une montre connaît les années bissextiles, elle ne connaît pas nécessairement les exceptions aux années bissextiles qui, elles, arrivent très rarement. Probablement seulement une fois dans votre vie, ce qui n'est en soi pas vraiment un problème. Mais comme vous savez, l'horlogerie n'est pas fait pour régler les problèmes, car si on voulait une montre pratique, on irait tous vers le quartz. L'horlogerie est faite pour être excitante et intéressante. Alors, IWC a offert une solution. C'est donc un mouvement encore plus complexe et ce sont les premiers à le faire. Voilà pourquoi je vote pour cette montre. Le design en soi est aussi un peu plus intéressant. Comme vous pouvez le voir, nous avons une petite seconde, l'indication de la réserve de marche qui va jusqu'à 7 jours, ce qui est très impressionnant, surtout pour un mouvement aussi complexe. Et nous avons aussi l'année qui est indiquée. La dernière montre pour laquelle j'ai voté est la Van Cleef & Arpels. C'est une montre joaillière, mais contrairement à par exemple Cartier, pas un mouvement quartz. Et le mouvement est très intéressant. Alors, si nous allons voir, vous pouvez donc voir que pour indiquer l'heure, différents éléments sur le cadran se déplacent. Et il est également possible d'enclencher une animation par le poussoir ici. C'est donc une montre à la fois très intéressante de par le cadran à l'émail, le sertissage, mais également avec un mouvement assez complexe. Alors, la Tiger Monaco est aussi une montre que j'aime bien. Cependant, elle n'apporte rien de spécial face aux précédentes Tiger Monaco, alors il n'y a aucune innovation contrairement aux autres montres pour lesquelles j'ai voté. Alors oui, la Hublot innove également, donc mention honorable à cette montre-là. Et la Roger Dubuis monotourbillon titane, bien que c'est un mouvement réutilisé que Roger Dubuis prend pour beaucoup d'autres montres, est quand même un tourbillon magnifiquement exécuté. Alors mention honorable aussi à cette montre. Alors pour finir, la catégorie 350 000 € et plus. Dans la sélection, il y a la Breguet classique double tourbillon quai de l'horloge. C'est une montre que j'adore. Cependant, Breguet a sorti une montre similaire il y a quelques temps. Cette version-là est donc seulement une nouvelle déclinaison avec un cadran différent. Et donc, autant que le mouvement est très impressionnant, puisqu'il est à double tourbillon et qu'il tourne, la montre est seulement une nouvelle déclinaison en soi, alors qu'à côté, la Bulgari CSOC est complètement nouvelle. Et d'ailleurs, cette montre est la plus fine au monde, ce qui est en soi un exploit, et cet exploit à lui seul se mérite mon vote. Et comme vous le savez probablement, Bulgari sont les maîtres de l'extra plat. Cette montre-là est très chère, plus d'un demi-million de dollars, mais ils font aussi des montres plus abordables avec des mouvements plus complexes, comme par exemple le GMT chronographe, en gardant tout de même des boîtiers extra plats. Et Bulgari ont détenu très souvent le record de la montre la plus fine au monde. Par exemple, en lançant cette montre, ils l'ont volée de Richard Mille, qu'ils détenaient précédemment. Et à chaque fois qu'ils se font ravir le titre, ils sont capables de le reprendre. Très impressionnant, bravo à eux. Une autre Bulgari très impressionnante est cette répétition minute. Mais j'ai déjà voté pour Bulgari une fois, je vais donc plutôt donner un vote à une autre marque. En l'occurrence, la Duomètre de Jaeger-LeCoultre. Fantastique montre que j'adore. J'en parle bien sûr dans ma vidéo de Watches and Wonders sur Jaeger-LeCoultre. Donc avec un tourbillon triaxial, une phase de la lune et un quantième perpétuel. Alors tout est à aimer dans cette montre selon moi. Le design symétrique de haut en bas, la disposition, les complications. La collection Duomètre de Jaeger-LeCoultre est en temps normal une superbe collection, mais cette montre est particulièrement incroyable selon moi. Puis finalement, j'ai choisi la Vacheron Constantin et les cabinotiers. Alors, c'est une pièce unique, et bien que le design n'a rien de particulièrement impressionnant, je dois quand même voter pour la montre simplement par sa complexité. Pour être exact, la montre la plus complexe, donc avec le plus de complications. J'en parle bien sûr dans ma vidéo de Watches and Wonders sur Vacheron Constantin. Elle a été commandée par un financier du nom de, si je ne m'abuse, William Berkeley. Et donc, simplement pour son côté mécanique, cette montre mérite mon respect. Il y a également la catégorie des montres connectées. Celle-ci, j'ai choisi la Apple Watch série 10, simplement parce que Apple est une des plus grandes compagnies de tous les temps. La Apple Watch série 10 est maintenant plus fine et encore une fois une amélioration. Sinon, j'aime bien la Google Pixel 3 qui fait très épuré avec son cadran rond
bien que ce sera peut-être plus pratique d'avoir plus de boutons. Alors rendez-vous le jeudi 31 octobre à 7h sur la chaîne YouTube de Franck Sensé. Je vous mets le lien dans la description pour voir quelle montre on gagnait. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Laissez-moi savoir en commentaire si vous n'êtes pas d'accord avec moi pour certains choix et quelles sont personnellement vos montres préférées qui ont été sorties cette année. Alors je vous dis à très bientôt. Comme je l'ai mentionné au début de la vidéo, j'ai plusieurs contenus en préparation qui devraient sortir très bientôt, mais j'espère que cette vidéo vous aura permis de patienter en attendant. Alors je vous dis à la prochaine.